J'ai deux difficultés. D'abord, c'est que j'ai perdu les papiers que j'avais préparés, mais c'est pas grave. Et d'autre part, que je suis quand même assez perplexe. Mais je vais quand même me livrer à cet exercice et puis peut-être compléter par quelques précautions. C'est-à-dire que les questions prospectives du type effectivement « et si, jusqu'où ne pas ?» relèvent de l'optimisme méthodologique et que je ne sais pas répondre, que nous allons peut-être travailler demain, à la question que pose Nicole et que nous nous posons tous, c'est comment changer d'échelle. C'est-à-dire qu'avec tous les trésors d'intelligence, d'engagement que localement nous allons pouvoir dégager, identifier, promouvoir, etc., comment on change le monde en faisant du down-up. Moi, je travaille pour la Poste, une fois par an, je me balade dans bureaux de poste pour relever les pépites que je vois dans la manière dont les gens travaillent et qui ne sont pas du tout visibles d'en haut parce qu'on leur donne des indicateurs chiffrés sur leurs ventes, etc. Donc il faudrait faire ça sur l'ensemble de la planète pour montrer qu'il y a partout des pépites. Alors, comment valoriser ces pépites? On a invité demain Jean-Guy Henkel qui anime les réseaux de Cocagne et qui, à partir de jardins, arrive justement à monter en généralité. Et il n'hésite pas pour ce faire à mettre tous les gens, je parle pour ceux qui ne seront pas là demain, tous les acteurs, toutes les parties prenantes, comme on dit, y compris les entreprises, y compris les multinationales du CAC 40, parce qu'elles sont aussi préoccupées que nous de la dégradation de la planète et du désordre mondial. Donc, c'est pour ça que, pour faire de l'optimisme méthodologique et de la prospective du présent, il faut avoir une situation très dure, je ne dirais pas catastrophisme, je ne fais pas du catastrophisme éclairé comme mon ami Jean-Pierre Dupuis, mais il faut qu'on ait... Alors, quelles sont les sociétés, les capacités de changement les plus faciles? C'est quand ça ne va pas. Regardons le bassin minier dans le Nord-Pas-de-Calais qui nous a donné des exemples tout à fait remarquables ou la Seine-Saint-Denis, alors que dans les endroits où tout baigne, où on a de l'argent, où on va bien, on n'a pas une envie de... Donc, je crois que le monde change, il change à une telle vitesse que nous n'avons plus les outils conceptuels pour penser le monde qui vient. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec cette prospective, c'est d'essayer de et ce n'est pas les experts ni les scientifiques qui peuvent le faire, mais ils doivent en être partie prenante, c'est l'expertise citoyenne de Gus ou autre, mais il y a un énorme enjeu de connaissances, de pensée, d'outils. Et ce qui m'intéresse effectivement dans la jeunesse, enfin c'est pas, on va faire pas du jeunisme, hein, mais c'est cette volonté d'agir d'abord pour penser ensuite. Enfin, à la limite, c'est Pierre Calam, hein, le local, penser global et agir le local, il dit c'est l'inverse. Penser local et agir global, parce que c'est les deux à la fois. Hein. Donc, je pense que on est démunis, et c'est pas parce qu'on est démunis qu'il n'y a pas de solution. Alors, ce qu'on sait bien, c'est qu'il faut décaler, et que ce ne sont pas les États, les institutions qui vont nous donner les outils pour penser le monde. Ça, on est tous assez bien convaincus, et qu'il faut faire des efforts là-dessus. Je réfléchissais d'ailleurs, parce qu'on travaille maintenant... Le développement durable, on l'a dit, c'est la cause, etc. C'est vrai que le sujet est intéressant, que le terme est de plus en plus difficile à utiliser, tant d'ailleurs développement que durable. Alors on a tendance à parler de transition. On a parlé ce matin de transition démographique comme étant là, de transition écologique, de transition énergétique. On pourrait peut-être parler de transition administrative, de transition politique. Il y a peut-être là aussi quelque chose à voir dans ces domaines de transition gestionnaire. Enfin, c'est là que ça pêche. Hein. Ce n'est pas l'initiative ou les solutions des gens, c'est la capacité à ne pas se faire broyer par le monstre froid du plan comptable, de tous ces outils qu'on a inventés pour broyer les initiatives. Donc bon, je vais juste, mais je sens à quel point en cette fin d'après-midi, cet exercice que nous avions envisagé de faire arrive peut-être de manière un petit peu décalée. Je vais néanmoins
reprendre les 3 thèmes que nous avons développés avec Lucien, enfin j'en prendrai que 3. D'abord la question de la jeunesse. J'ai travaillé, il se trouve que le Conseil général du Val-de-Marne, Sylvain le sait, peut-être d'autres aussi, m'a dit on vous donne 3 ans pour faire une démarche de prospective pour nous expliquer ce qu'il y a dans la tête des ados. Donc, on a travaillé avec les ados sur des choses plus cool que ce qu'on a vu aujourd'hui, sur la danse avec des collégiens, etc. Et on a fait avec Sylvain d'ailleurs un livre qui s'appelle « Et si les adolescents étaient une chance pour l'adolescence était une chance pour la ville ». C'est-à-dire, plutôt que de caractériser les ados comme des voyous, comme un monde à risque, etc., considérer qu'ils peuvent être une opportunité pour construire la ville de demain, si jamais on leur donne la parole, on les écoute, on les intègre et on leur accorde ce que j'appelle les 3 R ou les 4 R pour nous. Et donc, première question prospective que je voulais dire, c'est « Et si la jeunesse, loin d'être vue comme une population à risque, était une solution pour réinventer la société démocratique de demain ?» C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sur d'autres bases que la démocratie athénienne, telle qu'on l'a considérée, parce que là, il n'y avait pas de femmes. Si on donnait davantage la parole aux jeunes, si on l'accordait les 3 R, c'est-à-dire la reconnaissance, le respect et la responsabilisation, voire la réciprocité. Alors, l'autre question, parce que je dis toujours « et si, jusqu'où ne pas », l'autre question qui est énorme, mais qu'il faudrait formuler de manière beaucoup plus précise, on pourra peut-être le faire demain, c'est à propos du volontariat, c'est jusqu'où ne pas institutionnaliser le volontariat pour que les aspirations des jeunes, justement, à être écoutés, à agir, à innover, ne soient pas broyées, ne soient prises en compte. Là, il y a vraiment, on voit bien, et ça se joue à tous les niveaux, mais ça se joue aussi au niveau du volontariat. La question des mobilités et des migrations, là je pense qu'il y a des choses tout à fait importantes, c'est-à-dire peut-être arrêtons de découper l'espace en éléments avec des frontières, avec des poupées russes, avec etc. Et pensons le monde, l'Europe d'abord, comme le fait Teresa Pulano, comme un espace de circulation. Et comme un espace de circulation entre des personnes, entre des biens, entre des marchandises. Et si constatant l'importance majeure des mobilités et les difficultés rencontrées d'un grand nombre, est-ce que l'un des enjeux du volontariat international ne serait pas de faciliter les mobilités tous azimuts, intermittentes, occasionnelles, permanentes, de rendre les circulations plus fluides pour permettre aux personnes de choisir où vivre, travailler et se distraire ensemble. Donc, peut-être que là, il y a des choses. Et puis, sur la question des échelles, alors c'est difficile de dire ça après ce qu'a dit Nicole, etc., mais si une nouvelle géographie du volontariat qui s'attaquerait aux obstacles de la géopolitique et s'efforcerait de réduire les conflits et les blocages régionaux, pouvait inventer de nouvelles pratiques capables de renforcer des liens de solidarité et de compréhension réciproque afin de travailler vers une sorte de volontariat monde. C'est-à-dire que le malade, dans ces cas-là, puisqu'il serait en désordre mondial, ce serait de ce désordre mondial. Et donc, pour le volontariat, il y aurait là un enjeu qui pourrait être tout à fait important. Donc, je crois que je vais en rester là parce que ça fait déjà beaucoup de SI et de jusqu'où ne pas sur lequel réfléchir pendant la nuit.